Récemment, plusieurs exemples ont illustré le triste état des médias en France. Un député se fait agresser verbalement et une lente et légère procédure est engagée contre le producteur multimillionnaire qui s'en est pris à lui. En revanche, 2 sites d'investigation se sont vus censurés sans que cela ne suscite de fortes réactions de la part de la classe politique. L'inquiétude à l'égard de l'information est aujourd'hui assez généralement répandue, allant jusqu'aux usages les plus cyniques. Peut-on cependant réduire la situation actuelle à la défense de la vérité contre le complotisme ou les mensonges de l'extrême droite ? Cette attitude amènerait à s'aveugler sur les raisons structurelles qui ont amené par exemple à produire un candidat qui n'était qu'un artefact médiatique, ayant commencé sur les émissions de divertissement du service public, avant d'être rendu crédible par une passion médiatique, bien plus que par une réelle adhésion de la population. La crise actuelle de l'information correspond à un état particulier du champ médiatique où elle est produite, c'est-à-dire où ce qui devient l'information est le produit de la combinaison entre des données, leur catégorisation et leur hiérarchisation. Le parfait mensonge ou le délire ne sont que des formes très secondaires d'un problème bien plus général qui est l'adéquation presque parfaite entre le discours des dominants et le discours dominant dans les médias. Plus votre position dans la société est favorable, plus vous pouvez vous attendre à un traitement aimable par les médias. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle ? Ah ça, vous m'en demandez trop. Je vous dis, je n'en parlerai pas. À cela s'ajoute le fait qu'avec l'augmentation de la puissance des moyens d'information, la télévision dans les années 80, Internet depuis les années 2000, les médias remplissent aussi le rôle d'une bourse publique des valeurs, c'est-à-dire que le champ médiatique constitue l'un des espaces où l'ensemble des capitaux se convertissent, à des taux très inégaux, en l'un des capitaux les plus aisément convertibles, c'est-à-dire la notoriété. Ainsi, les inégalités de traitement propres au champ médiatique se reportent à l'ensemble des autres espaces sociaux. Individus et attitudes, institués comme chiants ou intéressants, marques spontanées de mépris ou de respect. L'une des autres dimensions de cette puissance est que toute tentative de critique est souvent prisonnière des structures du système dominant. On attaque la manière dont est traitée l'actu, mais, dans le même temps, on reconnaît de ce fait la légitimité des médias à créer ce qui est l'actu. En clair, on reste dans le rythme et les sujets des médias. À ce sujet, on peut souligner le caractère très subversif du slogan apparemment tout simple du monde diplomatique « On s'arrête, on réfléchit », qui implique que la réflexion suppose d'abord une rupture de rythme. Il en est de même des tentatives de contestation qui, pour exister, doivent produire du happening, de l'image, c'est-à-dire finissent par s'intégrer à la structure actuelle du champ médiatique. C'est ce que l'on pourrait appeler le principe d'Obélix. Une parole sincère qui s'attaque à l'ordre établi suscite des réactions infiniment plus violentes que les critiques convenues. L'une des raisons de l'invisibilité des facteurs principaux de cette crise de l'information est la manière dont se développe l'éducation aux médias. Le fact-checking, l'identification des bonnes sources, qui semble affirmer que le système est globalement bon et que les corrections ne doivent se faire qu'à la marge. Collons un peu à l'actualité. Une ministre de la Transition écologique est accusée d'évasion fiscale. Les médias reprennent l'info durant une semaine. Cependant, le problème se situe davantage dans le fait, parfaitement légal, que cette ministre de la Transition écologique est étroitement liée à l'industrie pétrolière, un élément dont le journal dit de référence, Le Monde, néglige de parler dans la fiche réalisée à l'occasion de la nomination d'Agnès Pannier-Runacher. Le projet de la série de vidéos qui va suivre est donc de rendre la plus accessible possible la connaissance de l'état actuel du champ médiatique, en fournissant une éducation aux médias qui ne soit pas le produit d'un discours interne satisfait de lui-même et pensant que les problèmes ne sont que marginaux. Pour cela, on montrera qu'il existe une analyse critique des médias qui, sans concession... Mon intérêt, puisque je viens d'une émission de télévision très particulière, où on va parler de télévision. Mais j'ai conscience aussi que les conditions dans lesquelles je vais parler de la télévision sont telles que je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc je suis résigné, mais... n'a rien à voir avec les discours dits complotistes, qui au contraire sont de purs artefacts du champ médiatique contemporain, dans le sens où ces discours ne se répandent que par ce biais et dans ces catégories. On montrera aussi qu'il existe tout un ensemble de lieux de production de l'information et d'investigation qui continuent à effectuer le travail spécifique du journalisme, c'est-à-dire à augmenter la transparence du monde social pour l'ensemble des citoyens. Enfin, en plus de ces informations factuelles, il faudra s'attacher à décrire les conditions de possibilité du monde médiatique, qui n'est pas le seul possible, mais a été le résultat d'une stratégie active, faisant des médias un relais servile de la domination sociale.
Les prochaines vidéos seront donc consacrées à savoir qui possède quoi dans l'espace médiatique et comment cette concentration des médias entre les mains de quelques-uns partageant les mêmes idées a été possible, les conditions matérielles de travail des journalistes, du fonctionnement des journaux, le système de subvention, l'origine sociale et la formation des journalistes, comprendre ce qu'est un chien de garde, à quoi sert une carte de presse, ce qu'est un éditorialiste, ainsi que les lieux de rencontre entre journalistes et acteurs du champ dominant. Les causes économiques du déclin de la presse d'investigation, et enfin, ce qu'on en appellera la radicalisation des riches. Là, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. C'est-à-dire le fait qu'au sein des élites, ce qui était toléré auparavant en termes de partage du pouvoir et de l'appareil de décision est de moins en moins accepté.